Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. L'AC Milan s'est imposé dans le derby della Madonnina 2-1 face à l'Inter grâce à un doublé notamment de Zlatan Ibrahimovic. Pour m'accompagner, j'ai comme d'habitude à mes côtés Théo, Adri et Yann. Salut les gars. Salut les gars, bonjour à tous. Salut à tous. Salut tout le monde. Et qui dit résultat exceptionnel dit invité exceptionnel. Et pour cela, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Bruce Granek. Salut Bruce. Salut les gars, écoutez, merci pour l'invitation et merci pour la présentation. Les gars, ça me fait plaisir d'être avec vous. Beau match des deux équipes, Bruce, non ? Ouais, c'est vrai que ces dernières années, on n'a pas été très gâtés. Voilà, on va pas se mentir. On sent que l'Inter monte en puissance depuis quelques temps. Et voilà, on sent peut-être que cette saison aussi, il peut se passer enfin quelque chose pour l'AC Milan. Et voilà, on a eu un bon début de saison. L'adversité n'était pas incroyable jusqu'à maintenant. Donc là, je pense que c'était l'un des premiers gros matchs test. Et on peut dire que l'AC Milan a répondu présent, même si c'était compliqué quand même le match. Ouais, grosse prestation des joueurs de l'Inter. On peut revenir dessus avec on peut revenir sur les prestations individuelles de Lukaku, de Barella, de Hakimi notamment. Qu'en as-tu pensé ? Ouais, c'est vrai qu'Hakimi, sur le côté, on le sait, c'est un poison. Il a même posé beaucoup de problèmes du coup à Hernandez, qu'on a vu peut-être, même s'il n'a pas fait un mauvais match, mais c'est vrai qu'il a été en difficulté par moment. Mais c'est vrai qu'il faut scoltiner les joueurs de côté. Et quand tu as un joueur comme Hakimi, voilà, qui va à 10 000, qui a laisse balle au pied, il nous a fait vraiment très mal. Chaque fois qu'il avait le ballon, je tremblais un petit peu. Et puis après, tu as Lukaku qui est incroyable. Enfin, c'est un joueur. On sait qu'il peut avoir un petit peu de déchets devant le but, etc. Mais c'est un joueur qui est tellement dur à prendre parce que voilà, il est très puissant. Son jeu dos au but est incroyable. C'est très fort. Et puis en plus de ça, on sait qu'il va vite malgré tout, malgré son gabarit. Et du coup, il a posé beaucoup de problèmes, comme quasiment toutes les équipes qu'il affronte. Et on a vu notamment un Romagnoli par moment un peu en difficulté. On sait que Romagnoli aussi a été blessé ces derniers temps. Donc voilà. C'était assez compliqué par moment pour lui face à Lukaku qui est toujours aussi relou à prendre. Théo, tu en as pensé quoi, toi, de la prestation globale des Milanais ? Pour revenir rapidement sur ce que Bruce dit et ensuite débriefer sur le match, ouais, Lukaku, c'est extraordinaire. La marge de progression de ce joueur est quand même fascinante. On parle d'un joueur qui a 27 ans. Je pense que la finition et le caractère de tueur qu'il avait devant les cages, on l'a tous vu à Everton. Mais ce que Conte en a fait, cette machine, a vraiment fait beaucoup de mal hier. Lautaro sur Kier et Lukaku sur Romagnoli, c'était un duel assez acharné. Moi, ce que je retiens surtout de cette victoire-là, c'est l'aspect tactique. C'est l'une des rares victoires où, tactiquement parlant, on gagne ce match. Les individualités ont fait certes la différence, mais par exemple, un remplacement tel que Krunic, qui, pour la beauté du jeu, n'est pas forcément le plus agréable à voir parce qu'on sort Leao qui a fait un gros match. Il a quand même permis à Kessie et Bennacer de souffler beaucoup. C'est un double pivot qui a été très, très rudement mis à l'épreuve. Vidal a fait un travail acharné au milieu de terrain. Donc pour moi, la victoire, elle est avant tout tactique. On a un monsieur Zlatan qui sort un match qui est lunaire à 39 ans. Sortir ce genre de performance, ça me retourne toujours. Mais la victoire est tactique déjà, victoire défensive. On a senti un relâchement sur le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. J'ai eu très peur du remake du 4-2 de mars dernier. Je me suis dit la même. qui m'a fait peur. Tactiquement, ça s'est resserré. Et au final, on prend les 3 points et on gagne un derby. Très bien. Yann, tu peux revenir aussi, toi, sur Je pense sur la justement, on l'a dit, je pense que dans notre canapé hier soir, on était tous tendus comme pas possible après le 2-0 en se disant non, faut pas que ça arrive, faut pas que ça se repasse comme la dernière fois. Et c'est là où on a peut-être pris un peu en maturité et c'est là que je le dis depuis le début de la saison, qu'on construit cette équipe par rapport aux bases que l'on avait l'année passée et on arrive à ne plus faire les erreurs qu'on a fait auparavant et de se prendre une remontada telle qu'on se l'est prise la saison passée. Juste peut-être pour revenir sur deux petits chiffres, parce qu'hier soir, face à l'Inter, on a remis tous les compteurs à zéro. Je te parle du 27 décembre 2017, c'était notre dernière victoire face à l'Inter en Coupe d'Italie, grâce à but de Cutrone. Le 31 janvier 2016, c'était notre dernière victoire face à l'Inter, 3-0 en championnat. Et là, il faut remonter beaucoup plus pour la dernière victoire face à l'Inter où on était à l'extérieur, parce qu'hier, on jouait à l'extérieur, même si ça se remarquait pas tant que ça. Encore Ça moins remontait au 14 du 11 2010.
Ouais. Et c'était un match qui avait été décidé sur un penalty provoqué par Materazzi sur un certain Zlatan Ibrahimovic. Et 10 ans après, ce même Suédois, ce même géant suédois nous fait à nouveau gagner un derby à l'extérieur. Tous les compteurs sont remis à zéro. Magnifique, de toute beauté. On va vite revenir sur Ibrahimovic, je pense, dans nos tops. On en reparlera plus longuement, on étalera ses statistiques. Adric, toi, ton avis sur la rencontre également? Alors, on a eu une première mi-temps qui était très disputée entre les deux équipes. Je trouve que les deux ont eu leur phase dans la première mi-temps, à commencer par l'AC Milan qui ont imposé un bon tempo. Dès le début, ça se projetait vite vers l'avant, ça jouait très vite, on a vu des belles combinaisons. Sur le deuxième but, je crois qu'il a fallu que 4 passes pour Il est amener magnifique, ce deuxième but. Incroyable. Donc c'est vrai on a eu un joli but collectif. Puis c'est vrai que pour vous rejoindre là-dessus, quand on voit 2-0, perso, je ne me suis pas enflammé, je me suis dit bon, il reste encore du temps. C'est vrai que l'année dernière, voilà, on est 2-0, on est remonté 4-2. Et c'est vrai que là, en deuxième mi-temps, on a eu l'avantage comme était pour l'Inter. Mais Milan a tenu quand même bon malgré les actions des hommes de Conte. C'est jusqu'à la dernière seconde, ça a été chaud sur la talonnade de Lukaku, une belle parade de Donnarumma. Et Milan qui continue sa série sur 20 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, et qui sont à 5 victoires à la suite en Serie A, si on prend l'année dernière. Et voilà. On peut parler de ce but de sa part d'une très grosse défense de Kier et Calabria qui contiennent vraiment les défenseurs. Calabria fait la bonne interception. La relance sur Selmakers qui, d'un contrôle orienté zidanesque, efface l'Interiste. Ensuite, il fait la bonne passe pour Çalhanoğlu en une touche de balle pour Leao. Et là, Leao, franchement, j'ai cru qu'il allait s'en mêler les pinceaux parce qu'il fait un espèce de feinte bizarre. Et après, il enchaîne et puis dans le bon timing, Zlatan Ibrahimovic foudroie à nouveau Handanovic. Enfin, grosse prestation. J'ai trouvé que la deuxième période, franchement, les équipes étaient beaucoup plus fatiguées. C'était vraiment un match qui s'est joué au mental. Sur la deuxième période, il fallait vraiment être concentré sur les offensives interistes, surtout Romagnoli et Kier, parce que Lautaro et Lukaku ont vraiment mis la pression sur nos défenseurs. Est-ce qu'on peut parler aussi de l'arbitrage sur ce match, Adri? C'était une cata, je trouve, moi, des deux côtés. Que ce soit pour Milan, que ce soit pour l'Inter. Des fautes qui n'ont pas été sifflées, des actions qui ont été dangereuses, qui n'ont pas été forcément sifflées non plus. Je trouve qu'il a perdu le fil. Je ne sais plus le nom du tout de l'arbitre, mais il a perdu le fil à plusieurs moments dans la rencontre. Après, c'est vrai qu'il y a eu un gros débat sur Twitter, j'ai vu, par rapport à l'enjeu de Lukaku, il me semble. L'hors-jeu, le penalty, c'est ça. Sur le penalty, c'est ça, ouais. Mais c'est un hors-jeu qui est ça se discute. Pour moi, il y a bien hors-jeu. Après, c'est vrai que c'est des actions comme ça où voilà, l'arbitrage était par moments bizarre, quoi. Laxiste. Pour moi, le plus important à retenir sur ce match-là, d'un point de vue de l'arbitre, sur le premier quart d'heure, on sent qu'il a envie de laisser jouer. C'est le plus important finalement dans un derby. Mais l'action qui résume le mieux l'incompréhension de sa qualité d'arbitre sur le match, c'est celle, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il y a un duel à l'épaule entre Théo Hernandez et Lukaku. Théo Hernandez a 4-5 mètres de retard. Ouais. Il fait faute sur Lukaku. La faute n'est pas sifflée. On récupère le ballon. Derrière, contre-attaque, Zlatan revient à la ligne médiane. Et au moment de commencer sa course, il se prend le pied de Stéphane De Vrij. De Vrij tombe. Et au moment où l'arbitre siffle la faute, c'est simple. Le dernier défenseur, il a 10 mètres de retard. Zlatan, il a 35 mètres d'écart et il est seul face au but. C'est typiquement le genre de faute par compensation qui montre un petit peu le manque d'autorité d'un arbitre sur une rencontre. Pour moi, il n'y a pas plus flagrant que cette action-là. Après, on peut revenir sur l'intentionnalité de la passe d'Eriksen sur Lukaku, leur jeu, etc. Mais je pense que le fait qu'il ne siffle pas faute sur Lukaku alors qu'il y avait faute et qu'il ensuite en donne une à l'Inter pour commencer. Excuse-moi de te couper. Attends, c'est celle où au début, il est en retard. Hernandez, il revient et il y a un duel. Les deux, ils écartent. Pour moi, il y a faute. Pour toi, il y a faute. Pour moi, sincèrement, il n'y a pas faute. Après, pour moi, Hernandez, il commence sa course trop tard et dès qu'il voit que Lukaku passe devant… Il revient à niveau, moi, je trouve. Il revient à niveau. Lukaku essaye d'écarter le bras pour justement se tenir un peu à distance. J'ai l'impression qu'il y a un duel à l'équilibre. Et enfin, moi, je l'ai senti. J'ai l'impression qu'il part en diagonale sur lui. Tu vois, finalement,
Quand ils tombent, quand les deux joueurs tombent, les deux se relèvent parce que aucun des deux ne sait. C'est un duel pour moi. Ouais. Aucun des deux ne s'attend à ce que la faute soit sifflée pour lui, que ce soit Lukaku ou Théo. Les deux s'accrochent, les deux tombent, les deux se relèvent sans qu'il y en ait un qui la joue un peu à l'intox. Et pour moi, Ibra, il n'y a rien derrière au final. Ouais. Et Non, c'est pour ça, justement, moi je l'ai senti comme ça, vu que l'arbitre, il a eu un doute sur ça, la faute ou pas de Théo. Et du coup, il se dit, bon, vas-y, je vais siffler. Alors pour moi, il n'y avait rien. Et du coup, il y avait un très bon coup à jouer derrière. Ouais, on va passer. Ça a énervé très vite les joueurs de l'Inter aussi. Lautaro, quand il n'a pas une faute sifflée, il a 2 doigts de faucher un joueur du Milan. Heureusement qu'il lève le pied, mais il fait un geste d'énervement au sol. On a senti quoi la qualité de l'arbitrage. Elle a mis pas mal de joueurs sous tension en tout cas hier. Après, Lautaro, c'est un malin aussi. Hein. Il est relou des fois. C'est un bon joueur, mais il est relou. On va passer désormais au top, les gars. Je vais te laisser commencer, Adri. Donc, dans l'ordre 3, 2 et 1, quels sont tes tops? Alors, en troisième, j'ai mis Calabria. J'ai trouvé qu'il a fait un très très bon match. Il a bien contenu Perisic qui a quasiment été, je dis bien quasiment invisible. Sur le but, il peut rien y faire. Il a soit c'est ce qui s'est passé, soit il est resté sur Kolarov. Kolarov pouvait décaler sur Perisic. C'est ce qui s'est passé. Ou autrement, il aurait pu aller sur Perisic, mais Kolarov avait tout le champ libre pour continuer au but, faire une grosse frappe. On connaît la frappe de Kolarov. Donc pour moi, il est absolument pas fautif sur le but. Il devait contenir tout le côté droit tout seul. Salmakers, il avait été au repli, il était au milieu sur le repli défensif. Sur le deuxième but, l'action, ça part de lui quand il intercepte le ballon. Et il a surtout perdu qu'un seul duel sur son côté. En deuxième, j'ai mis Kessié, encore un gros match de l'Ivoirien. 10 récupérations de balles. C'est énorme sur ce match-là. Il a réussi à contenir plusieurs fois Lukaku. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de duels entre les deux, mais je n'ai pas souvenir d'un duel perdu par Kessié quand il y a eu le duel. Et en première place, Zlatan, forcément. Le gars, il revient du Covid. 39 ans, il arrive, il claque un doublé. Et même sans parler du doublé, il a fait un match incroyable. Il a pesé sur la défense de l'Inter. Il aurait pu réussir une virgule, je crois que c'est sur D'Ambrosio, il me semble. Ouais. Là, quand il est sur le côté, là. Je crois que c'est la 80e, vers la fin du match, tout le monde est rincé. Lui, il fait une contrôle aile de pigeon au niveau de la hanche, mais le gars, tu dis, il est fou. Quoi. Il a 39 ans, les gars, je ne sais pas si on réalise. Il revient des croisés à 35 ans. C'est extraordinaire. Ouais, c'est vrai qu'il se fait les croisés à 35 en plus, c'est ça qui est faux. Moi, quand son genou il tourne face à Anderlecht, pour moi, c'est fin de carrière. Sincèrement, son genou qui fait l'escalier, tu veux faire quoi après? Il y a des joueurs à 28 ans qui ne reviennent pas de ça. Et quand tu vois ce qu'il fait après, non, c'est. Très bien. Ton top à toi, Bruce? Top, je vais mettre en numéro 3 Kessié, j'ai bien aimé aussi, précieux. Voilà, on sait que c'est un joueur qui est très actif dans les duels, très bon, comme il l'a dit. C'est un des rares qui pouvait aller au contact avec Lukaku directement et qui a gagné des duels. On sait qu'il est très puissant. Et voilà, j'ai trouvé un match complet de sa part. J'ai envie de mettre Kjaer en numéro 2 parce que je l'ai trouvé vraiment très, très bon. Vraiment très peu d'erreurs. Souvent, lui, au dernier moment, qui arrivait à contrer la frappe ou qui était bien positionné. Donc, je l'ai trouvé vraiment monstrueux, un peu au-dessus de Romagnoli sur ce match. Et puis, en 1, je vais mettre Zlatan. Alors que, pour vous dire la vérité, moi, à la toute base, quand il est revenu à l'AC Milan, je ne pensais pas forcément que c'était une bonne idée. Je vous dis sincèrement. Je me souviens de ton tweet, ouais. Je m'en souviens. Ouais, non, mais après, moi, c'est ce que je dis. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Je suis très content que ça se passe très bien. Mais voilà, je trouvais qu'à ce moment de la saison, vu que la saison était plus ou moins morte, en tout cas pour les places qualificatives en Ligue des Champions, je m'étais dit autant tourner la page et miser peut-être sur les jeunes, voilà, passer à autre chose. Et finalement, force est de constater que déjà l'impact psychologique qu'il a eu, mais ça, je n'avais pas trop de doute au niveau de l'impact psychologique, c'était plus après sur la durée. Il a fait du bien à tout le monde. Et du coup, ils ont fini en trombe la saison et ils recommencent en trombe comme la saison passée. Donc voilà, je suis très content de m'être trompé. Et c'est vrai que comme vous le disiez, avec sa blessure, etc., il y a beaucoup de joueurs qui auraient peut-être lâché l'affaire à cet âge-là et qui auraient mis fin à leur carrière. Mais on le sait, le mec, il a un mental de fou. Et puis voilà, il lâche rien et c'est un mec qui est au-dessus du lot parce que même si voilà, il va pas très vite, même s'il prend de l'âge que tu veux, il pèse tellement. Déjà techniquement, il est tellement à l'aise, il est respecté par les adversaires. Du coup, ils n'osent pas tout le temps aller au contact. On va pas se mentir, il a souvent les arbitres aussi un peu avec lui, ce qu'il impose quelque chose, les petites décisions et tout. Voilà, il fait peur à tout le monde. Et du coup, c'est forcément un plus. Et puis il t'amène toute l'équipe derrière lui, quoi. Donc
très content de m'être trompé. Et puis, Ibra, ça fait plaisir de le voir toujours décisif dans un match aussi important. Quelques stats sur l'arrivée de Zlatan. Donc, depuis son arrivée, l'AC Milan tourne à 2,31 points de moyenne par match. C'est 23 matchs, 16 buts et 5 passes D. Et sur les 5 derniers matchs qu'a joué Ibra, c'est tout simplement 8 buts et une passe décisive. Voilà, à 39 ans, comment est C'est monstrueux. Sans déconner, c'est monstrueux. C'est... Ton avis, toi, Théo, quel est ton top 3? Mon top 3, il commence par Simon Kjær. Bruce le met également dans son top 3. Quel match du Danois qui avait fêté sa 100e cap avec le Danemark il y a quelques jours. On l'a senti physiquement un peu émoussé à partir de la 60e, mais on en parlait, l'aspect mental a pris le dessus. Mais ouais, globalement, très présent. J'ai eu peur qu'il prenne le deuxième jaune sur la faute qu'il fait sur Lautaro, parce qu'elle est limite et elle est véridique. Pour moi, il ne mérite pas le premier jaune, mais le deuxième, il aurait pu et ça nous aurait grandement embêté derrière. En deuxième position, je vais mettre Ismaël Bennacer, qui a été plus ou moins en difficulté lors de des 30 premières minutes. On l'a senti vachement bousculé par le milieu de terrain, mais qui au final, si je devais le mettre dans un duel, que ce soit face à Brozovic ou Vidal, a été beaucoup plus impactant. Très très gros match encore une fois d'Ismaël Bennacer qui se loupe rarement dans les gros matchs. Et inutile de préciser son nom, mais Zlatan en premier, c'est pas possible de passer à côté de la performance de joueur. Quand il tire son penalty qui transforme en 2 temps, ça m'a rappelé la provocation qu'il faisait à Julio César il y a quelques années. Quand Julio César lui dit tu vas la mettre petit filet à gauche, et Zlatan dit je sais, et au final il la met. Et là, Handanovic là, parce qu'il la met pas réellement petit filet à gauche. Et elle est un peu trop centrée, Samir est dessus, et derrière il la met. Non, c'est l'impact d'un joueur. Son placement sur le deuxième but en témoigne encore une fois. Sans Rebic, on pensait que Zlatan allait peut-être paraître un peu esselé, mais quand Zlatan est là, il n'y a pas de souci à avoir et il mérite amplement sa première place. Depuis son retour, je suis allé voir ça ce matin. Depuis son retour, Zlatan, il a loupé 3 pénaltys, le garçon. Il y en a 2 qui transforment de cette manière-là, face à l'Inter du coup hier et face à la Lazio lors du 3-0, où le même schéma, il tire, arrêt, mais elle retombe dans ses pieds et il la transforme. Et un qui loupe, je ne sais plus, face à Bologne, je crois, quelque chose comme ça. Mais c'est son 3e pénalty loupé quand même, le garçon. Quand on sait que Kessie le tirait bien. Après, comment tu veux négocier le pénalty avec Zlatan? De toute façon, c'est lui le patron. Ça fait partie des choses où tu laisses ta place. Je pense ça. Tu l'écrases. Tu regardes. Yann, quel est ton top 3? Alors moi, mon top 3, j'aurais pu mettre Simon Kjær. J'avais envie de récompenser notre capitaine qui fait son retour après 4 mois d'absence quand même hier soir. Il a été très communicatif tout le long du match avec Donnarumma, a replacé la défense avec Kjær. Il avait face à lui quand même un sacré client qui était Lukaku, qui est très bon une fois qu'il est lancé face au but. Il est très très difficilement arrêtable. Et puis j'ai trouvé hier qu'il a été souvent en capacité de garder Lukaku dos au but. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'important parce qu'on le sait, une fois que Lukaku part, techniquement, il est très fort, il est très rapide et il a cette capacité de s'extirper du marquage. Et j'ai trouvé très bon là-dessus en contenant Lukaku toujours dos au but. Ensuite, en numéro 2, j'ai mis Bennacer. Vous connaissez ma relation avec ce joueur. J'ai toujours eu un petit peu de peine, mais hier soir, pour moi, match XXL de Bennacer. J'aurais pu aussi citer Kessie. J'ai l'impression que maintenant, dans notre milieu de terrain, on est forcément obligé de parler de Kessie et de Bennacer en paire. Et hier soir, c'était absolument génial. Bennacer, il a été très bon dans les duels. Et comme dit, en face, on avait quand même Vidal, on avait Barella, on avait Brozovic, qui sont quand même de très grands joueurs. Et il a raté que très peu de passes. Il était très très vif dans tous ses duels, dans toutes ses prises de balles. Et j'ai trouvé vraiment excellent hier soir Bennacer, comme tu l'as dit Théo. Et numéro 1, je crois qu'on est 100% tous d'accord, hein, notre géant belge de Malmö qui nous sort de nouveau un match incroyable. On ne cessera de le répéter. Le type a quand même 39 ans. À 39 ans, normalement, vous êtes en championnat amateur et vous finissez tranquillement votre carrière avec une petite bière à la buvette en fin de match. Et lui, il nous joue quand même en Serie A, quoi. Serie A, il nous claque un doublé face à l'Inter. J'ai juste pas les mots pour définir une telle performance. Pour revenir sur les 2 milieux de terrain, j'ai une question pour toi, Bruce. Comment tu penses que Tonali va réussir à s'imposer dans ce milieu de terrain, double pivot ou Bennacer et Kessie? Tu penses que c'est du long terme, ça va être du court terme, ça va être compliqué?
c'est là où c'est compliqué, c'est que ces derniers temps, l'équipe a trouvé un équilibre. Donc, quand ça fonctionne, tu as du mal à bousculer cet équilibre, quoi, parce que tout se passe bien. Tonali, personne doute de ses capacités et de son talent. Mais voilà, je pense qu'il va être intégré tranquillement. Il aura de plus en plus de temps de jeu au fur et à mesure. De toute façon, la saison est longue. Mais après, voilà, je pense que ils sont tous complémentaires, ils sont tous très bons, mais je pense qu'en l'état, c'est vraiment compliqué. Mais après, c'est aussi une bonne chose, vu que l'équipe tourne bien, ça sera plus facile de l'intégrer tranquillement aussi. Mais c'est un bon problème, ou je sais Ouais, pas, appelle ça comme tu veux, un problème un de riche. problème de riche, voilà, exactement. Parce que voilà, se payer le luxe d'avoir Tonali sur le banc, c'est assez fou. Mais voilà, je m'en fais pas pour ça, parce que là, pour le moment, tout tourne bien. Et je pense qu'il va avoir un rôle important au fur et à mesure et il va prendre de plus en plus d'importance. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas évident à gérer. On Très aura le temps de le tester, surtout Bruce en parlait. La seule titularisation pour l'instant de Tonali, elle est face à la Spezia, le dernier match, avant la trêve, et il est associé en double pivot avec Rade Krunic. Forcément, on comprend le choix de Pioli de faire sortir les deux, Kessie et Benacer, histoire de véritablement les reposer. Mais je pense que voilà, comme le dit très justement Bruce, c'est un joueur qui va avoir une acclimatation progressive et qui, pour moi, va avoir un réel rôle à jouer en Europa League. On l'a fait déjà avec André Silva et Cutrone qui géraient l'attaque pendant que on tournait en championnat, et au milieu de terrain, je pense qu'il va avoir son rôle. On l'aurait pas recruté sinon, c'est un joueur qui était courtisé par l'Italien entière, on le rappelle, qui était annoncé à l'Inter dès le début du mercato par le président Cellino. Au final, il a choisi Milan. Je pense qu'il aura du temps de jeu, c'est une certitude. Très bien, bah, tu peux enchaîner avec tes flops, Théo. Écoute, mes flops, je vais commencer par Alessio Romagnoli. Yann le met dans ses tops, mais pour moi, le capitaine, l'ancien de la Lazio, est passé à côté de son match. On ne peut pas réellement lui en vouloir en termes de performance parce qu'il revient d'une blessure au mollet, Bruce le disait en début d'émission, qu'il a contracté à la fin de la saison précédente. Son retour était prévu pour le derby. Ce n'est pas un retour en barrage d'Europa League ou au 64e tour de la Coupe d'Italie. C'est un retour dans le derby, donc on a forcément une attente en plus. Mais c'est un joueur que j'ai trouvé en difficulté aujourd'hui. On lui laisse évidemment le temps de revenir, mais Après, quand on qui sait, ne le serait pas face à Lukaku pour un match bien reprise? sûr, C'est clair. c'est pour ça que je te dis que c'est à nuancer. C'est mon premier top et mon deuxième et dernier flop, c'est Théo Hernandez, qui, en termes de qualité de vitesse, ça a été indéniable. Il a encore montré qu'il est capable d'apporter offensivement d'un coup sans que forcément l'équipe adverse s'y attende. Mais c'est un joueur qui a perdu son duel face à Hakimi. Il faut être lucide. C'est pour moi le joueur qui perd le plus et de manière le plus évidente le duel face à un joueur de l'Inter en face. Hakimi a été très bon. Il le dribble 2-3 fois et derrière son centre n'aboutit pas. C'est pas lui qui est au marquage sur la tête qu'Hakimi Look, c'est Kessié qui le voit pas partir dans son dos. Mais de manière générale, Théo Hernandez en sort perdant. Et j'accorderai juste un petit point sur Akan que je mets pas dans mes flops. Mais Akan a été moins bon que les matchs précédents. Ça ne veut pas dire qu'il mérite sa flop dans les flops. C'est simplement par rapport au rendement qu'il nous a montré sur les dernières rencontres. Je l'ai trouvé moins incisif. Il est replacé à gauche quand Léao sort parce que Kronic passe en 10. Mais sur ces deux positionnements, je l'ai trouvé moins incisif et je regrette l'entrée d'un joueur comme Brahim Diaz, par exemple. Très bien. Yann, tu veux rebondir ou pas sur Romagnoli? Ouais, sur Romagnoli, je pense que on l'a plus ou moins compris, que c'était notamment face à ses adversaires, face à de tels adversaires qu'il a peut-être un peu été mis en difficulté. Moi, pour ma part, j'ai trouvé ouais, il a certes été mis en difficulté, mais ça n'a jamais vraiment posé d'immenses problèmes, j'ai trouvé, sur notre défense. Et comme dit, ils se sont bien complétés avec Kier. Je trouve on peut toujours parler presque de doublette dans notre équipe. Et Kier et Romagnoli, une fois qu'un faisait peut-être une erreur sur Lautaro, l'autre rattrapait le coup derrière. Et franchement, je l'ai pas trouvé mauvais, Romagnoli, à le mettre dans les flops. Mais La preuve, après, c'est c'est comme ça. la preuve, c'est qu'on gagne le match, donc c'est qu'ils ont tenu bon quand même C'est qu'ils ont jusqu'au tenu bout. bon. Et comme on le dit, dans un match pareil, c'est difficile de sortir des flops également parce que c'est quand même une prestation d'équipe qui est quand même excellente. On bat l'Inter, donc c'est difficile aussi de pouvoir mettre des flops dans ce match. Ouais. Bruce, t'as des flops ou pas? Bah, c'est un peu la même chose. C'est vrai que c'est dur, on va dire des mini flops, parce que voilà, si tu gagnes un match Mm. comme ça dans un derby, c'est que forcément, c'est que ça a tourné. Donc, bah, je suis 100% d'accord avec Théo. J'ai trouvé Romagnoli, mais voilà, c'est compliqué, c'est contre l'Inter. Voilà, on parlait de sa blessure, donc forcément, quand tu as Lukaku, etc., c'est pas évident. J'ai trouvé Çalhanoğlu un petit peu moins bon aussi.
Voilà, un petit peu, mais voilà, c'était pas un mauvais match, mais un petit peu moins bon. Et Hernandez, pareil, parce que voilà, mais encore une fois, Romagnoli et Hernandez, souvent sur leur côté, déjà, tu avais Hakimi. Et quand tu avais en plus Lukaku aussi, forcément, on va dire, avec les deux qui se sont tapés la plupart du temps dans des duels, c'est un enfer. Donc, ça peut s'entendre un petit peu, mais c'est vrai qu'Hernandez, je rejoins Théo là-dessus, il a perdu quand même son duel contre Hakimi. Très bien. Adri? Je vais faire court, hein, je pense comme Théo et Bruce. Je mets un petit flop pour Romagnoli. Alors, il n'a pas été catastrophique non plus. Il a fait de bonnes interventions. Après, c'est vrai que plusieurs fois quand même, quand Lukaku jouait dos au but justement, l'a joué en 1-2 avec Lautaro Martinez. Très souvent, Lukaku arrivait quand même à déborder Romagnoli dans le dos. Et justement, une action en fin de match où ça aurait pu coûter un but, où Lukaku se rate un peu, là, prend le ballon au niveau du tibia. Il y a eu 2-3 actions quand même où Romagnoli s'est fait manger dans le duel avec Lukaku. Après, voilà, c'est comme vous le disiez si bien, il revient de blessure, il revient de 4 mois de blessure. Il a quand même fait une bonne prestation en soi avec son retour de blessure. Et en première, moi, j'ai mis Théo Hernandez aussi. Il avait dit en interview que Hakimi passerait pas de son côté. Et je crois qu'il a fallu juste 1 minute 30 ou 2 minutes pour que Hakimi passe. Et justement, on a eu une première action Inter dès les 2 premières minutes qui a été assez chaude aussi. Et pour moi, je trouve qu'il est un peu fautif sur le but de Théo, je trouve, de Lukaku. Si on regarde bien, plusieurs fois, il se retourne. Justement, alors il est au marquage sur Lukaku. Plusieurs fois, il se retourne voir où il est. Il le voit. Et c'est vrai qu'il se trouve un peu sur son intervention et il lâche un tout petit peu Lukaku, et ce qui permet de Lukaku de mettre juste la balle au fond. Il est Et pris de voilà. court aussi. Ça se joue à pas grand-chose. Ça se joue pas grand-chose, oui. Intervention qui est faussée par la déviation. Donc, voilà. Puis il s'est fait. Sakakimi a eu le dessus sur lui. Donc voilà. Et Yann, pour finir sur les flops? Ouais, moi je vous rejoins tous sur Théo. Pour moi, son duel est totalement perdu face à Hakimi. Après, comme dit, Hakimi, c'est vraiment un très très grand client. Et pour moi, ça va devenir un des meilleurs à son poste. C'est absolument incroyable. Techniquement, très très fort. Physiquement, il tient vraiment bien sur ses jambes. Il est très rapide. Et il est intelligent aussi quand on voit comme il arrive à passer derrière toute notre défense sur la tête qu'il met ensuite à côté. C'est vraiment un joueur qui va devenir un des tout meilleurs à son poste et c'est un gros client. Mais après, Théo, c'est vrai que, comme l'a dit Adrien, je me suis dit, mais comment c'est… Ça fait des jours qu'il fait un peu du trash talking sur les réseaux sociaux, qui nous dit non, Hakimi ne va pas passer, je le connais bien du Real, je pense 1 minute et 15 secondes. Hakimi qui passe une sorte de petit pont, de grand pont, je me suis dit, ah, ça y est, c'est parti ici. Mais enfin, oui, Théo dans mes flops. Même si, comme je le répète, sur un match pareil, c'est difficile de dégager des flops parce que si on a gagné, c'est que tout a bien tourné dans notre équipe et qu'on a une grande prestation de tous nos joueurs. On le sait qu'il est très très bon, c'est même l'un des meilleurs rossoneri depuis le restart, depuis même avant le restart, parce qu'avant le restart, il n'y avait que Théo, c'était simple, quand le Milan n'était pas terrible. Il va quand même devoir se battre jusqu'au bout pour aller décrocher sa place à l'Euro 2020. On sait qu'il y a des gros clients, notamment sur son côté gauche, avec son frère Lucas Hernandez, Benjamin et Fernand Mendy, et même Lucas Digne, qu'on a vu ce week-end, a fini capitaine avec Everton. T'en penses quoi, Bruce? Est-ce qu'il a une chance, Théo? On sait qu'intrinsèquement, il est très bon, mais en prenant en compte l'aspect Deschamps sélectionneur, tu penses qu'il a une chance ou pas? Je pense qu'il a une chance, mais c'est vrai que malheureusement pour lui, il y a une grosse concurrence à gauche. S'il jouait à droite, je pense qu'il y aurait moins de discussions, ça serait réglé. Mais c'est vrai qu'il y a du monde à gauche. Il y a son frère, il y a Digne qui est très bon aussi. C'est vrai qu'on n'en parle pas, peut-être pas assez en France, mais ça fait un petit moment en Angleterre qui fait vraiment le boulot. Voilà, Digne joue très bien. Bon, t'as Mendy, il s'est imposé au Real, on ne le présente plus. Voilà, tu as son frère qui aussi peut jouer dans l'axe, mais dans l'axe, on sait qu'il y a beaucoup de monde aussi. Donc, ouais, c'est un vrai bordel sur le côté gauche, mais je pense qu'il a un coup à jouer. Je pense qu'il a vraiment un coup à jouer parce que c'est vrai qu'il se projette à 10 000. Puis voilà, c'est un joueur. Deschamps connaît bien son frère. Et voilà, je pense qu'ils ont ce tempérament. C'est des guerriers, les deux, ça se ressent. Donc voilà, il y aura un coup à jouer pour lui, je pense, à un moment, mais il part quand même un peu de derrière parce qu'on sait que Deschamps, il a déjà pas mal de certitudes à ce poste avec des très bons joueurs. Donc forcément, il y a un petit peu embouteillage. Très bien, on va maintenant passer au débat du jour autour des 4 premières performances de l'AC Milan en championnat qui se sont soldées par 4 victoires. Victoire 2-0 et 2-0 face à Crotone et Bologne, si je ne dis pas de bêtises, c'est Bologne. Et 3-0 face à la Spezia.
2-1 face à l'Inter, donc un seul but encaissé. On peut revenir du coup sur les performances générales de cette équipe, de Pioli. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de manière générale? Qu'est-ce qui est satisfaisant, Théo? C'est la défense, c'est l'attaque, c'est tout? Pour revenir rapidement, je pense que sur nos 4 matchs, c'est un bloc équipe qui se distingue assez clairement. On continue sur cette continuité de Kessié Benasser qui physiquement sont bien revenus de la courte pause. Derrière, ça assure, mais je pense que l'apparition d'un troisième défenseur central va rapidement se faire ressentir. Gabi a été testé positif au Covid, donc on attend son retour. Duarte, pour moi, est hors de forme. Mousakio blessé, mais pas réellement au niveau. Donc déjà, un premier problème qui se résulte du mercato pas satisfaisant à tous les échelons, c'est un défenseur central. Laxalt est parti en prêt aux Celtics. Kalulu va peut-être pouvoir à un moment s'acclimater à gauche, même si pour moi c'est plus un défenseur droit. Donc il y a déjà deux points noirs dessus. Au milieu de terrain, on en parlait avec Bruce et Adrien juste avant, on a notre problème de riche avec Sandro Tonali sur le banc. On n'est pas à plaindre. Reste la problématique de devant. On commence à se rendre compte que Brahim Diaz peut être polyvalent et c'est quelque chose qu'on recherchait réellement. Un joueur qui est capable de jouer en 10 ou à droite, ce qui n'était pas forcément le cas d'un joueur comme Paqueta, par exemple, ce qui explique peut-être la raison de son départ. Donc, je suis content que Brahim Diaz soit arrivé. Aogué, on l'a eu le temps de le voir que face à un seul match quand on l'a affronté en Europa League. On espère qu'il aura une marge de progression intéressante. C'est un joueur qu'on n'a pas fait payer forcément très cher. Et puis, il reste forcément cette question du buteur, savoir si Colombo pourra assurer ou pas. Il n'a pas été mis dans les meilleures conditions à mes yeux sur ses premières rencontres. Ça, c'est peut-être pour le point mercato. Et puis, sur les performances, des victoires poussives par instant. Je pense qu'un match comme Croton, par exemple, on aurait clairement pu le perdre il y a 2-3 ans si on n'avait pas eu le mental ou l'impact suffisant. Donc, je retiens la victoire, certes. Gagner, c'est bien. Avec la manière, c'est mieux. Donc, pour l'instant, on débute bien. Content qu'on se sorte vivant du miracle portugais de Rio Ave, qui m'a fait j'étais à deux doigts de finir asthmatique devant ce match alors que je n'ai jamais pris de ventoline de ma vie. C'était extraordinaire, on s'en sort bien. Et puis voilà, on attend tranquillement le match face au Celtic qui arrive dans la semaine. Et je tiens quand même à rappeler que le prochain match en Serie A, c'est face à la Roma. Donc un nouveau test. Très bien. Bruce, avec qui va se battre l'AC Milan et pourquoi? Pour le Scudetto, pour la place en Ligue des Champions? Mais quels sont réellement les vrais adversaires? On voit l'Atalanta qui a été défait 4-1 hier face à un gros Napoli pour le coup. Un petit Atalanta, après, est-ce que c'est sur un seul match? Mais quelles sont les équipes qui vont se battre avec le Milan, la Roma? Je ne sais pas. Pour moi, j'ai pas envie de m'enflammer de fou, même si voilà, on a envie de s'enflammer parce que les dernières saisons, ça n'a pas toujours été simple. Donc, j'ai même pas envie, je parlerai pas de titre ou quoi. Moi, je suis honnête, je pense qu'il y a des équipes qui de toute façon restent au-dessus, même si on sait jamais, hein, vu que ça part bien, etc. Mais j'attends d'en voir plus quand même. Moi, je veux qu'on retrouve la Ligue des Champions, bien évidemment. On sait que ça va se battre. Je pense que ça va être assez serré. Voilà, il y aura de toute façon dans la discussion, on le sait, pour le titre ou quoi, les 4 premières places, la Juve, l'Inter. L'AC Milan sera dans la discussion, Naples sera dans la discussion et l'Atalanta sera dans la discussion, même si bon, là, ils ont pris une petite gifle. L'Atalanta, on s'en fait pas trop pour eux. On sait que ces dernières années, c'est une des équipes les plus performantes en Serie A. C'est une équipe qui laisse peu de points contre les petites équipes parce qu'on sait qu'ils sont capables de marquer 4 buts quasi à tous les matchs. Donc, même s'ils en prennent, ils peuvent se sortir de pièges et éviter des matchs nuls un peu bêtes. Comme nous, ces derniers temps, ou d'autres grosses équipes, parfois, ça fait des nuls un petit peu bêtes. Et l'Atalanta, en général, ils sortent de ça. Du coup, je pense que ça va être ultra serré. Voilà, je pense qu'on a un vrai coup à jouer cette saison pour déjà finir dans les 4 premières places. Et puis, si la confiance reste et que ça continue à très bien se passer, pourquoi pas espérer plus? Mais je n'ai pas envie de m'enflammer. Ouais. Je veux juste qu'on termine déjà, même 4e à l'arrache. Ça m'irait très bien, sincèrement. Je signerai tout de suite. Mais voilà, après, on verra si à la mi-saison, on est très bien parti. Pourquoi pas espérer plus grand? Mais je pense vraiment que ça va être très serré entre ces 5 équipes. Je pense que la Lazio, enfin la Roma, je pense que c'est un peu en dessous. Et je pense que la Lazio, ça part pas très bien. Je les sens moins bien cette année. Donc, je pense qu'il y a 4 places pour les 5 équipes que je viens de donner. D'accord. L'AC Milan qui a déjà 8 points d'avance sur la Lazio, 8.
qui en a désormais 5 sur l'Inter Milan, 4 sur la Juve. Et là, Sassuolo, à l'heure où je vous parle, qui est en train de gagner 4-3 face à Bologne, donc qui se retrouve à seulement 2 petits points. Sassuolo, les équipes comme Sassuolo, comme la Fiorentina, même qui a fait un mercato assez intéressant, peuvent venir un peu s'entremêler dans cette course à la 4e place, ou en tout cas venir compliquer les matchs des gros ou pas? Personnellement, j'y crois pas. C'est le genre d'équipe qui est capable de faire des exploits. On se souvient de Bologne qui allait empêcher, pour moi, un des points précieux dans la course au titre pour l'Inter la saison passée. Ils étaient menés 1-0 à San Siro, ils en mettent 2 dans le dernier quart d'heure. Sassuolo, pareil, ils ont fait un nul d'ailleurs 3 partout face à l'Inter qui a empêché le club de Conte de se rapprocher du titre. C'est des équipes qui sont capables sur des performances de faire des grandes choses. La Fiorentina est allée battre Milan à San Siro l'année passée. Après, sur la longévité, je pense qu'en termes d'effectifs ou simplement de durée, c'est toujours un peu difficile. Le jeu que propose Sassuolo est très intéressant cette année, mais je ne les vois pas titiller sur le long terme. J'espère me tromper, ce serait toujours une belle chose de les voir aussi haut. Avec un Mais grand non, Locatelli. je ne pense pas que. Un grand Locatelli, un grand Caputo, surtout 33 ans, qui allait mettre son premier but en sélection. Moi, quand j'entends Mancini dire qu'il a un petit peu d'Inzaghi, ça me fait rêver, hein, on ne va pas se mentir. Les anciens en Serie A, ça va tellement bien. Les mecs âgés, les buteurs en Serie A, c'est incroyable. On se rappelle franchement. Ils vieillissent trop bien, les mecs. On se rappelle de Quagliarella, Quagliarella, il y a 2-3 saisons, qui avait fini meilleur buteur ou co-meilleur buteur. Ouais, c'est ça. Toi, meilleur buteur, il a devant Ronaldo pour sa première saison. C'était meilleur buteur, c'est ça. Ok, Yann, toi, ton avis un peu sur les récentes bonnes performances? Alors, pour ce début de saison, je rejoins totalement Bruce sur ce qu'il dit avec les cinq équipes. Je vois aussi les deux clubs romains un peu en dessous par rapport au quintet de tête qui est la Juve, l'Atalanta, l'Inter, l'AC Milan et le 5e, le Napoli. Voilà, exactement, le Napoli. Là où je pense qu'on aura peut-être des difficultés, c'est peut-être avec la profondeur de banc, notamment en défense centrale, où je vois vraiment Kier, Romagnoli et à la limite Gabia qui peuvent tenir ce rôle. Je vois Duarte. Gabia, c'est tendre, hein. C'est très très tendre. Et Gabia, j'ai un petit peu de mal aussi. Il a fait un bon début de saison, j'ai envie de croire en lui, mais j'ai l'impression qu'avec 3 défenseurs centraux, avec tous les matchs qu'on a joués, avec l'Europa League, avec la Coupe d'Italie, ça va être peut-être un petit peu tendre, comme tu le dis. Après, j'ai envie d'y croire. On est sur une série absolument incroyable, hein. Si on prend en compte la saison passée et ce qu'on est en train d'accomplir maintenant, on est sur une série incroyable. J'ai pas non plus envie de m'enflammer et de parler de titre, mais pour moi, c'est avant tout la Champions League qui est notre objectif cette année. S'il vous plaît, retournons en Champions League. Ensuite, construisons à partir de ça. Ne nous enflammons pas. Je le dis depuis toujours. Construisons sur les bases sur lesquelles on est en train de construire et ne nous précipitons pas. C'est ce qui a fait, je pense, qu'on a mis tant de temps à construire une équipe qui est capable de se qualifier en Champions League. C'est qu'on a toujours voulu se précipiter. Dès que ça ne marche pas, on a eu envie de recommencer tout à zéro. Et je pense que là, on est vraiment sur la bonne route, sur le fait qu'on construit vraiment sur une base solide qui tient la route et qu'on ne remet pas toujours tout en question. On a joué donc ces 4 premiers matchs. Donc, il y avait 3 matchs. On ne va pas négliger les performances des 3 premiers adversaires, mais c'est vrai que c'était 3 matchs qu'il fallait absolument gagner, 9 points qu'il fallait absolument prendre face à des équipes bien en dessous. Là, on pourra faire un autre point dans 4 matchs. Après, du coup, la Roma le week-end prochain. Il y a un déplacement ensuite à l'Udinese qui est jamais facile de se déplacer à l'Udinese. Toujours des matchs pièges. On a ensuite Vérone qui viendra jouer chez nous, mais pareil, c'est une équipe qui tourne pas mal depuis 2 ans, l'Hellas. Et ensuite, on aura un déplacement face à Naples. Donc, c'est 4 gros matchs avec des matchs pièges, avec des grosses rencontres où on pourra vraiment juger l'AC Milan, du coup, ce qu'on aura fait. Là, on peut s'avancer face à l'Inter, dire que voilà, on est monté en confiance, on a encore cette magnifique série de 20 matchs sans défaite qui tient toujours. Donc, on peut s'appuyer là-dessus pour la motivation. Mais je pense qu'après ces 4 matchs, on pourra vraiment se rendre compte, on aura joué tous les matchs, tous les cas de figure, le derby, les grosses affiches, les matchs pièges, etc. Donc, je pense qu'on pourra vraiment se rendre compte des objectifs, s'ils sont réalisables, si on peut même les dépasser en jouant le Scudetto, quitte à finir second. J'ai envie de dire aussi, ça peut être un cas de figure. Vaut mieux jouer le Scudetto et finir 2e, 3e dans la lutte au Scudetto que se dire, bon, on va essayer de viser la Ligue des Champions et avoir
une mauvaise surprise comme il y a 2 ans où on finit à 1 point avec l'équipe de Gattuso de l'Atalanta. Donc voilà. Je voulais dire, Moi, je Théo. pense aussi que la saison cohérente se poursuit souvent sur un mercato cohérent. Yann parlait de la continuité sur une saison. On est quand même, sur ce qui a été vu cet été, très loin d'un mercato d'il y a quelques années où on voulait Cesc Fabregas tout l'été, le fameux Mister X, pour se retrouver avec Antonio de Chirino pour 400 000 € le dernier jour qu'on achète à Palerme. Avec tout le respect que j'ai pour ce joueur, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait à Milan. Il n'y avait pas de cohérence. On voit encore moins de cohérence sur le mercato qu'on fait en 2017, où les 6 ou 7 têtes d'affiche qu'on a eues sont soit partis libres de leur contrat, soit ont été prêtés puis achetés par le club où ils sont. Il y a Biglia, Kalinic, André Silva et compagnie. Je pense que ça fait vraiment 2 ans qu'on a une cohérence où déjà on a cherché à soigner des postes, on n'a pas forcément été bon. La liste des Kevin Constant, etc. à gauche, elle est quand même bien loin quand on compare ce qu'on a avec Théo Hernandez. Donc, saison cohérente, mercato cohérent, et si on aligne ça sur plusieurs saisons, là ça va faire 2 saisons qui a un peu plus de cohérence, Gattuso Pioli. Peut-être que sur une 3e, on pourra espérer viser mieux. Un bon début de saison, c'est bien, mais une continuité sur tout l'exercice, c'est mieux quand même. Et même juste pour appuyer un peu ce que tu dis, ce qui est très bien, je trouve, c'est que mine de rien, il y a beaucoup de jeunes. C'est en train de bien rajeunir l'effectif au fur et à mesure. Il y a de l'expérience aussi, notamment à Ibra en tête d'affiche, bien évidemment. Et du coup, ça fait un bon petit mix. Ça tourne bien. Et du coup, il y a des joueurs qui vont continuer à progresser. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans cette lutte pour la course aux places en Ligue des Champions, il y a des équipes qui ont la Ligue des Champions à jouer. Voilà, quand tu joues l'Europa League, je ne dis pas qu'il faut balancer l'Europa League, mais ça te permet parfois, on le disait, de faire jouer plus des Tonali, etc., d'autres joueurs. Et forcément, l'adversité est un petit peu moins forte. Donc voilà, tu as tendance à laisser beaucoup de force en Ligue des Champions. Et ça peut être aussi un petit plus, je pense, pour nous. Puis on sait surtout que dans l'approche de Milan en Europa League, pour finir, Guillaume, Milan, c'est l'un des rares clubs qui l'a toujours approché avec respect et avec attention. Je pense par exemple à la contre-performance de la Lazio l'année passée, ou les compos que Simone Inzaghi alignait tous les jeudis. Enfin, c'est juste un manque de respect, quoi. Tu peux pas t'étonner d'aller nulle part si alignes Cataldi au milieu de terrain qui joue jamais un match, que on n'a jamais vu Immobilier, qu'en défense ça faisait tourner. Quand tu finis derrière Cluj, Rennes, etc. Milan, même si en termes de résultats on a été déçus parce qu'on n'a jamais passé les poules les 2 dernières années où on passe, il y avait pour moi une réelle considération de faire tourner l'effectif. Ça n'a pas marché, mais l'idée est là. Oui, on avait des André Silva qui, à l'époque où Kalinic jouait tous les matchs de Serie A, lui, avait plus de mal en Serie A et trouvait vraiment son compte en Ligue Europa. Après, on voyait un peu les Halilovic, etc., qui touchaient 2-3 matchs là-dessus. Mais c'est vrai qu'on n'était pas sorti d'une poule avec le Betis Séville, je crois, et l'Olympiakos et du Blanche. C'était l'Olympiakos de Yaya Touré, je me rappelle, qui nous avait éliminé 3-1. Peperina était au cage, on prend un péno, je m'en souviens. Ça sent le beau parcours cette année, avec comment on s'est qualifié. Ça sent la petite histoire sympa en Europe. En général, quand ça démarre comme ça sent le petit truc. Très bien. Adri, toi, un dernier mot pour conclure sur ce débat sur l'AC Milan, tes attentes? Un début de saison parfait, 4 matchs, 4 victoires, 9 buts mis, un seul concédé. Moi, je pense que la petite différence qui peut se faire cette année par rapport aux autres années, justement, ça va être les matchs face aux équipes de milieu, bas de tableau. Depuis quelques années, on lâche toujours des points face aux petites équipes, comme Benevento, par exemple. Et à chaque fois, quand on fait le compte, à chaque fois, il manque 5-6 points pour accrocher, voire 8-9 pour accrocher les plastiques des champions. Cette année, moi, je trouve qu'il y a plus de sérénité dans l'effectif déjà. La paire Kier-Romagnoli, c'est très serein. On a enfin le lien, on l'a cité plusieurs fois sur l'émission. On a enfin ce lien entre le milieu et l'attaque, avec la doublette Kessier, Benasser, pour Rebic, Zlatan et la personne qui sera à droite, Salmaker, sous Castillero ou autre. C'est vrai qu'on a enfin ce lien. Tu parlais de cohérence tout à l'heure, Théo, dans le mercato, mais on a aussi maintenant vraiment une cohérence dans le 11 de départ, en fait, pour le coup. Donc, moi, je pense que la petite différence, elle sera vraiment dans les matchs, comme je disais, bas de tableau, milieu de tableau. On pourra se faire vraiment un avis cet hiver par rapport à ce que Milan peut faire. Moi, je pense clairement que Milan peut jouer la Ligue des Champions. Quand on voit ce qu'ils font, moi, je suis assez serein. Après, on ne va pas s'enflammer. Ça fait que 4 matchs. On est premier, mais il ne faut surtout pas s'enflammer parce que la saison est encore longue. Il n'y a que 4 matchs de fait. Mais il ne faut pas qu'il y ait un mec de la charnière qui se pète parce que là, ça peut vraiment être compliqué. C'est pour ça que c'est vraiment là le problème. Là, ça peut être catastrophique. Ouais. C'est pour ça que j'attends moi de ce mercato qu'on achète un défenseur central parce que une blessure, un cas de Covid, c'est vite arrivé.
Donc j'espère que Milan se renforcera moi, cet hiver aussi sur le poste de défenseur, parce que je pense que Gabia, c'est bon, mais c'est un peu tendre. Ouais. Très bien. Eh ben, on va fermer ce débat et on va ouvrir l'interview de l'invité. Donc, Bruce Granek, Oula. on sait que tu es un supporter de Nantes et de l'AC Milan. Comment es-tu devenu supporter du Milan AC? Bah, en fait, c'était très jeune, parce que je suis pas si jeune que ça, tu vois, j'ai 33 ans quand même, donc j'ai connu une très belle période de ce club-là. Et c'est vrai que c'est un club qui m'a toujours fasciné, jeune, quand je regardais la Ligue des Champions, quand j'étais petit, avec mon père, mes frères, etc. Déjà, c'était l'un des meilleurs clubs au monde chaque saison. Et puis voilà, la Serie A, ça faisait rêver. L'AC Milan, il y a toujours eu des joueurs de grande classe. Je sais pas, il y a toujours eu ce truc-là, Mm. Maldini par exemple en tête, mais il y a toujours eu ce côté-là, tu vois. Et du coup, moi, c'est un club, à chaque fois que je les voyais jouer, il me faisait kiffer depuis tout petit. Et puis, je suis tombé amoureux de ce club au fur et à mesure. Très bien. Et du coup, quelle est l'équipe de Milan que tu as le plus kiffé du coup? Ouais, c'est franchement, il y en a eu plusieurs, mais celle où il y avait notamment la Ligue des Champions avec Clarence Seedorf, qui est en feu, Kaka qui est en feu, avec Sheva, avec Pirlo, voilà, même quand tu avais Maldini, Nesta, etc., même Cafu avant, enfin. C'est cette défense monstrueuse avec Dida aussi dans les buts. C'est un tout, quoi. C'était une équipe ultra complémentaire, avec Gattuso aussi au milieu de terrain. Mm. C'était tellement fort à tous les niveaux. Shevchenko, c'est un neuf, je pense. On n'en parle pas assez aussi. Mm. Enfin, nous, on connaît, mais je pense que, voilà, moi, c'est un des neufs qui m'a le plus marqué. Je le trouvais tellement fort, ce joueur. Il m'a fait rêver. Donc, voilà, on va dire que cette équipe de l'AC Milan. Et puis, bon, avec un Kaka aussi qui était en feu. On se rappelle à Manchester, notamment en Ligue des Champions. Enfin, voilà, quoi. Il y a eu quelques buts d'anthologie. Cette équipe-là m'a bien marqué, ouais. Très bien. Eh ben, on va finir avec un petit tu préfères entre des joueurs, des situations. Le premier que je te propose, c'est entre Pirlo et Gattuso. Pouah, on va dire que petite sensibilité, j'irais plus du côté de Pirlo, on va dire, le côté créatif, très bon passeur, etc. Vision de jeu incroyable. Même si Gattuso, pour moi, c'est parfait. Il faut des joueurs comme ça. Voilà, Gattuso, moi, je le résume pas qu'à un mec qui va au charbon, même s'il aime ça, il aime le contact. Tu vois, c'est quand même un joueur qui est intelligent. Il sait faire les fautes aussi au bon moment. Mais voilà, c'était un joueur qui était dur, mais je trouve correct. Tu vois, il a cette réputation de Mm. grosse brute, mais il n'y allait pas forcément pour faire mal, tu vois. Il faisait les fautes, des petits tampons au bon moment, mais voilà, ça restait assez réglo, je trouve, dans l'ensemble. Mm. Et voilà, je le résume pas qu'à ça. Donc, j'aime beaucoup Gattuso, mais on va dire Pirlo pour le côté foot pur. Si je me Ok. trompe pas, tu as eu l'occasion de jouer avec Pirlo? En plus, ouais. Et Waouh! à l'occasion de recevoir quelques caviars, tu as juste à faire l'appel. Le bon arrive, il n'y a pas trop de. Tu sais que ça va arriver, c'est ça qui est. Incroyable. C'est On attend de voir ton prochain match avec Gattuso, savoir si tu changes d'avis du coup. Ah, mais j'adore Gattuso, tranquille, j'adore. De toute façon, il faut des mecs comme ça. Et il était ultra précieux. Voilà. T'as pas une équipe de ce niveau-là sans des mecs comme ça qui vont faire le taf de l'ombre et le sale boulot. Donc, il te faut des mecs comme ça. Ok. Victoire face à la Juve ou face à l'Inter? Je vais dire face à l'Inter. C'est compliqué, les deux, c'est kiffant, mais je vais dire face à l'Inter. Ok. Entre Sheva et Inzaghi. Waouh, là, pareil. Là, franchement, c'est compliqué ce que je l'ai dit. Je vais quand même dire Shevchenko pour ce que je viens de dire avant, mais j'ai un profond respect pour Inzaghi. J'adore ce genre de joueur. Il y a eu beaucoup d'Italiens comme ça. Tu vois, ces joueurs qui à la base n'ont pas des capacités physiques extraordinaires, tu vois. C'était pas un joueur ultra lent, mais c'était pas un joueur très physique, très rapide ou ce que tu veux. Mm. Mais des joueurs qui compensent ça par l'intelligence de jeu, la science du placement. Et voilà, Inzaghi, c'était tout ça. Donc, c'était juste incroyable. Voilà, tu savais qu'il allait mettre toujours ses buts. Tu pouvais toujours compter sur lui. Mais on va dire que, pareil, le côté, la petite sensibilité penche pour Shevchenko, qui techniquement et tout, c'était quand même très propre. Victoire 3-0 dans un derby ou à la 95e minute à l'arrache à la dernière seconde.
Ah, franchement, dernière seconde. Dernière seconde, histoire de foutre bien le mort à nos adversaires et à nos Beau, ça. rivaux. À la dernière seconde, c'est quand même jouissif pour tout le monde. Donc, tu vois, 3-0, j'ai l'impression que c'est limite trop facile. Tu peux les chambrer. Ouais, on vous a défoncé. Mais tu n'as pas kiffé autant. Enfin, si, tu as kiffé ton match, mais je ne sais pas, tu as déroulé, on va dire. Or que là, à la toute fin, il n'y a rien qui fout le plus le mort. Donc, je dirais ça quand même. L'avant-dernière, Ibrahimovic ou Donnarumma? Wow. Voilà, c'est quoi ces questions? Bon, on va dire Ibra pour tout ce qu'il a fait. Voilà, Donnarumma, de toute façon, c'est déjà le présent et c'est l'avenir. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais il est bien plus jeune. Donc on va dire Ibra, même s'il a joué chez l'ennemi et tout. Quand même, il a fait pas mal de choses pour nous et il continue à en faire. Donc on va dire Ibra. Et la dernière, Nantes ou Milan? Je rigole, Ah, je mais là, rigole. vous êtes relous, les Je gars. rigole. T'as eu le droit à un joker? Joker sur celle-là, même si, bon, bah voilà, j'ai habité à Nantes, etc. Donc forcément, mais j'ai grandi aussi avec l'AC Milan, comme je dis. Donc voilà, c'est deux clubs que j'adore. Et puis voilà. Un grand merci, Bruce, en tout cas. On te retrouve chaque semaine dans Hors-jeu sur la chaîne Bruce et Braque, ton émission sur l'actualité du football, et sur tes chaînes perso, YouTube et Twitch, pour des contenus majoritairement sur FIFA, mais pas que. Voilà. Encore merci, Bruce. Tu es le Bah, bienvenu merci à vous. quand tu veux. Bah, c'était très cool. Merci à vous, les gars. Et puis, bah ouais, pourquoi pas. Merci à toi, Bruce, pour nous Bah, avoir non, immense merci à merci. vous. merci bien vite. Un immense merci. C'était sympa. Puis en plus, bon, bah, c'est plus facile. Lendemain de victoire comme ça, forcément. Exactement. Tout le monde a le L'ambiance et le moral. sourire. C'est bien parce que ces derniers temps, on n'a pas toujours été gâtés. Donc, c'est cool. Merci les gars également. On se retrouve la semaine prochaine pour Milan-Roma. Bonne semaine et Forza Milan. Ciao! Salut les Salut à gars. tous. Ciao, ciao.